إذا هنا نعطي الكلام للسيد المحاضر وليتفضل. Le mot que j'ai préparé, c'est un mot qui va s'intéresser à la problématique de lutte contre le terrorisme dans le cadre du système financier national. Et c'est un sujet très compliqué, mais j'ai essayé de faire une synthèse des grandes idées qui vont étayer cette petite présentation. Je vais commencer par une introduction, puis je vais continuer sur les réactions au niveau international et au niveau national sur la problématique du terrorisme. Et excusez-moi ici, le concept de lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme est intimement lié à la lutte contre le blanchiment d'argent. Parce qu'à l'origine, c'était le blanchiment d'argent qui était à la mode, qui était réellement sous les phares. Et après, il y avait eu le problème du 11 septembre. Et on a commencé à s'intéresser à cette problématique sous l'angle de lutte contre le blanchiment, parce que c'était déjà structuré. Donc je commencerai par une petite introduction, puis je passerai par la réaction internationale sur la problématique de financement du terrorisme. Et deuxièmement, sur la réaction au niveau national, sur la question, et avec une petite conclusion après. Le monde a été secoué ces dernières années par des attaques terroristes sanglantes et destructrices. Les attaques terroristes contre les États-Unis en 2001, revendiquées par Al-Qaïda, ont provoqué une réaction de la communauté internationale et une prise de conscience généralisée sur les risques terroristes encourus et l'urgence et la nécessité de comprendre et de combattre ces phénomènes. Donc la lutte contre le terrorisme a été profondément influencée par les méthodes et techniques utilisées auparavant dans la lutte contre le blanchiment de l'argent, du fait du lien étroit mis en évidence entre les organisations terroristes et les réseaux de trafiquants de drogue. Ces derniers s'appuient sur les premiers pour avoir protection et assistance en contrepartie des financements indispensables au recrutement et à l'équipement des organisations terroristes. À ce financement vient de s'ajouter l'argent des rançons résultant des opérations de kidnapping nouvellement utilisées. Ces ressources de financement transitent par différents canaux, tels que les virements bancaires nationaux et étrangers, les mises à disposition en cash, les hawala. D'où l'importance du rôle que peut jouer le système financier dans la lutte contre le terrorisme par l'assèchement des sources de financement. Dans la présentation qui suit, nous allons d'abord s'intéresser essentiellement à la réaction de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme, la réaction à l'échelle nationale dans cette lutte, à laquelle la plus grande partie de cette présentation sera consacrée, et notamment au niveau des mesures de vigilance prises par les pouvoirs publics à l'encontre du système financier dans le cadre global du dispositif national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement terroriste. Grantant la réponse de la communauté internationale. La plus importante réaction de la communauté internationale, on peut la résumer premièrement en les conventions des Nations Unies. Et ici, on va citer la Convention de Vienne de 1988 concernant la drogue et les produits psychotropes, et celle de New York de 1999 sur le financement du terrorisme, celle de Palerme en 2000 sur la criminalité transnationale organisée, et celle de Mérida en 2003 sur la corruption, qui réellement a été intégrée par le GAFI, et liée à la corruption a été intégrée par le GAFI dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. Et le GAFI, c'est le groupe d'action financière internationale. On va passer à ce groupe, on va en parler. Excusez-moi, il y avait un diapositive, un schéma qui nous montre l'acheminement et l'historique de cette action internationale, à l'échelle internationale, qui a commencé par la déclaration de Bâle, puis la Convention du Conseil d'Europe. On peut citer les directives de l'Union européenne, un peu en 1991, et on passera jusqu'à les 40 recommandations révisées du CAFI. Et plus les 9 recommandations qui vont s'ajouter à ces recommandations. Il y avait 40 recommandations concernant la lutte contre le blanchiment de l'argent, puis on a intégré à ces recommandations 9 recommandations spéciales sur la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme. Il y avait les listes de l'OCDE, il y avait les conventions des Nations Unies contre la criminalité transnationale,
Et il y avait les programmes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international concernant la corruption. Donc c'est tout un acheminement et toute une réaction à l'international qui est venue pour mettre en place les dispositifs internationaux et les recommandations les plus importantes en la matière. C'est-à-dire que c'est un travail qui a commencé vers les années 80 et qui continue actuellement. Il faut rappeler qu'en 2012 actuellement, il y a une révision des recommandations du GAFI. Et sont déjà validées par les GAFI et les autres groupes régionaux sont en train de les valider. On a parlé des conventions des Nations Unies en A. En B, on va parler des mécanismes de l'Organisation des Nations Unies et notamment le Conseil de sécurité. Parce qu'après les attaques du 11 septembre, le Conseil de sécurité a pris certaines résolutions importantes concernant deux grands aspects. Le premier aspect, c'est le gel de biens des talibans et de l'Al-Qaïda. Et puis après, ils se sont intéressés à la création au niveau national des listes et à demander par ces résolutions aux différents États de s'intéresser à la question et de mettre en place des dispositifs permettant de lutter de façon individuelle par État contre le terrorisme. Donc, les premières résolutions, parmi les premières et les plus importantes résolutions du Conseil de sécurité, et notamment ce qu'on appelle le comité analytique de sanctions, qui est un démembrement du Conseil de sécurité qui s'intéresse à toutes ces questions, il y avait la résolution 1267 qui concerne le gel des biens des talibans. Et elle concerne aussi la liste des individus et entités liés aux talibans. Puis il y avait le comité de sanctions des Nations Unies qui a mis en ligne et transmis aux États l'ensemble de ces listes qui sont exploitables et qui sont accessibles sur le site du comité de sanctions du Conseil de sécurité. Et puis il y avait la demande, dans ce cadre, du gel sans délai et sans notification préalable des avoirs de ces entités. Puis il y avait les procédures de diffusion des listes. Et après, on a évolué vers la résolution 1373 qui concerne le gel des avoirs terroristes. Et ça, c'est intimement quelque chose qui concerne le système financier. Et dans le cadre de cette résolution, il a été demandé aux États de mettre en place et de proposer, si un nom de liste nationale d'organismes ou de personnalités considérées comme étant terroristes ou affiliés à ces groupes terroristes. Puis on a demandé à ces États de mettre en place un ensemble de lois, de procédures et d'instructions claires pour la lutte contre le blanchiment d'argent, aussi bien au niveau du système financier qu'au niveau des différentes administrations concernées par la lutte contre le financement du terrorisme. Et de prendre en considération les demandes des jeunes qui sont émises par les autres pays dans le cadre de la coopération internationale en la matière. Et ensuite, on va passer à une autre réaction très très importante de la communauté internationale sur la question de terrorisme et de financement de terrorisme. C'est le groupe d'action financière internationale, appelé en anglais FATF, Financial Action Task Force, qui a commencé en réalité par certains spécialistes et certaines organisations au niveau de l'OCDE qui ont essayé de réfléchir sur la mise en place de mécanismes juridiques et fonctionnels au niveau des administrations pour combattre les fléaux, à l'initiale, les fléaux du blanchiment d'argent. Donc ce groupe est un organe intergouvernemental qui élabore des politiques pour établir des normes internationales et développe des politiques nationales et internationales de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Les recommandations du GAFI sont reconnues comme les normes internationales en la matière. Et tous les pays ont été appelés à se conformer ou à s'inspirer de ces normes pour mettre en place leur dispositif national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement terroriste. Et de ce GAFI, il y avait eu des démembrements par sous-région. Par exemple, la Mauritanie actuellement, on est membre
du groupe sous-régional qui s'appelle le MENAFAT, c'est-à-dire le groupe de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et on est membre de ce groupe et on expose et on envoie à ce groupe, et on assiste à ces réunions, tout ce qui se passe en matière ou ce qui touche à notre dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et on fait des rapports et on est suivi par cet organisme qui nous note et qui publie notre notation et la notation de tous les pays, comme le GAFI le fait pour la France, l'Angleterre et les autres pays qui sont membres. Le MENAFAT le fait pour tous les pays du Moyen-Orient et du Maghreb. Donc c'est une structure extrêmement importante qui veille et qui met en place l'ensemble de ces recommandations. Les premières recommandations qui ont été élaborées par cet organisme sont ce qu'on appelle les 40 recommandations, qui s'intéressent en globalité à l'initiative, s'intéresser à la lutte contre le blanchiment d'argent de la drogue, et qui vont s'intéresser après à la lutte contre le financement du terrorisme et le terrorisme lui-même, en ce qui concerne les 9 recommandations spéciales. Pour ce qui est des 40 recommandations, ils représentent un cadre approprié de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce sont des normes minimales mises à la disposition des pays pour la mise en place de leur dispositif national. Et c'est des références pour les systèmes nationaux en matière de justice pénale et de système de contrôle. Ils fixent les mesures préventives à adopter par les secteurs assujettis. Il implique les pays en matière de coopération internationale à être partie prenante dans la lutte contre le blanchiment d'argent, ratification et mise en œuvre des conventions internationales en la matière et l'échange d'informations entre les cellules de renseignement financier des pays. Les 9 recommandations spéciales qui s'intéressaient à la question de financement du terrorisme et à la lutte contre le terrorisme représentent le cadre fondamental visant à détecter, prévenir et réprimer le financement du terrorisme et des actes terroristes. Appelle le pays pour la ratification et la mise en œuvre des conventions internationales de résolution du Conseil de sécurité en la matière, en plus de mesures législatives et réglementaires visant à incriminer le financement du terrorisme, les actes terroristes et les organisations terroristes, en plus du gel et confiscation des biens des terroristes et organisations affiliées. Donc, quand on a terminé à faire un survol de la réaction internationale sur la question du terrorisme et du financement terroriste, on va essayer de faire un survol de la réponse au niveau national sur cette problématique posée à la communauté internationale, On va commencer par le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Mauritanie. Conformément aux standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et sous l'impulsion de la Banque centrale de Mauritanie, les autorités mauritaniennes ont adopté les dispositifs législatifs et réglementaires qui suivent. Ce dispositif, pour l'essentiel, est composé de 2 lois, une loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et une loi sur le financement, sur la lutte contre le terrorisme. En plus de l'ensemble de l'arsenal réglementaire mis en place par les différentes administrations, et notamment la Banque centrale qui a élaboré un ensemble d'instructions et de circulaires à l'intention du système financier, et notamment le système bancaire. Puis après, il y a eu des arrêtés conjoints entre les administrations sur, par exemple, concernant ce qu'on appelle les entreprises et professions non financières désignées, telles que les ONG, les bureaux d'avocats, les sociétés immobilières et consorts. En ce qui concerne la loi 048-2005 du 27 juillet 2005, qui est relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, elle définit l'arsenal juridique en la matière et remplace certains dispositifs de la loi 93-037, relative à la répression de la production, du trafic et de l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Cette loi définit dans son titre préliminaire les termes usuels très couramment employés dans ces domaines, son objectif ainsi que les personnes assujetties. Donc, cette loi a été mise en place et a été intimement inspirée par ce qu'on a déjà, les 49 recommandations dont on a déjà présenté auparavant.
et il présente les personnes et les entités assujetties à ce qu'on appelle la déclaration de soupçon, c'est-à-dire les entreprises, les banques, les autres secteurs tels que ce qu'on appelle les entreprises de professions non financières désignées, qui sont assujettis à déclarer à la CANIF, qu'on va revoir après, l'ensemble des déclarations de soupçons qu'ils jugent qui ont un potentiel de risque en matière de blanchiment d'argent et de financement terroriste. Le troisième titre de cette loi est réservé à la détection du blanchiment d'argent et à la commission d'analyse des informations financières, qu'on va traiter un peu plus tard, notamment sa création, sa composition, ses attributions et son organisation. Ce troisième titre traite également de relations de la CANIF avec les services de renseignement financier des autres États et de tout ce qui concerne le traitement des déclarations d'opérations suspectes d'os. Le quatrième titre définit les mesures coercitives et leur applicabilité aux personnes physiques coupables d'infractions de blanchiment d'argent, d'actes terroristes et du financement du terrorisme, ainsi que la responsabilité pénale des personnes morales et les sanctions en cours. Puis enfin, il y a un cinquième titre qui s'intéresse, qui détermine les conditions, les modalités et le fond de coopération internationale en matière d'échange d'informations sur les aspects de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement terroriste. Puis après, il y avait une deuxième loi, donc ça, on a déjà parlé de la première loi concernant le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement terroriste. Puis il y avait une deuxième loi qui représente à elle encore l'une des composantes de la pierre angulaire de notre dispositif juridique en matière de lutte contre le blanchiment et le financement terroriste. C'est la loi 035-2010 du 21 juillet 2010. Elle est relative aux actes terroristes et au financement du terrorisme, abrogeant et remplaçant la loi 2005-047. Il est venu combler certains acquis que cette précédente loi et renforce les mesures coercitives en vue de les rendre mieux adaptées aux exigences actuelles qui imposent une lutte plus efficace contre le terrorisme. Les grandes lignes de cette loi traitent des actes terroristes, des peines encourues, de la compétence et de la procédure, des écoutes téléphoniques pouvant être autorisées à l'encontre des personnes soupçonnées, des infiltrations et de l'incitation à la repentance et de l'imprescriptibilité de l'infraction terroriste. Puis après, il y avait eu le décret 043-2006 de 8 juillet 2006 qui met en place la structure qu'on a déjà, la CANIF. Ce décret fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la CANIF et la définissent comme étant un organe de l'État doté de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée auprès du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie. Ce décret définit également les pouvoirs, les missions et la composition, ainsi que l'organisation et le rôle de chaque organe de la CANIF. Il détermine enfin les conditions de coopération et de coordination entre les services de l'État et la CANIF. À ces trois textes importants qu'on a cités, s'ajoute un ensemble de textes d'application qui renforcent le cadre juridique en la matière et qui ont été élaborés par les administrations concernées sous forme d'arrêtés conjoints, de circulaires, de notes de service et d'instructions destinées aux différentes catégories d'assujettis. Ces textes d'application, en plus de cela, ont été très influencés et ont été élaborés à la lumière des 40 et 49 recommandations du GAFI en la matière. On peut citer à titre d'exemple 11 instructions du secteur financier qui ont été élaborées par le gouvernement de la Banque centrale et qui touchent à trois aspects essentiels de la lutte contre le financement du terrorisme et le terrorisme. Et ces trois aspects sont le devoir de vigilance qui est demandé au système financier de respecter sur trois aspects. Envers les clients, envers la clientèle, pour savoir est-ce qu'un client d'une banque qui vient ouvrir un compte n'est pas une personne interdite sur les listes noires du Conseil de sécurité ou sur les listes des autres États concernant le terrorisme ou le blanchiment d'argent. Est-ce que ce client n'est pas ce qu'on appelle une personnalité politique? Excusez-moi, il y a énormément
un jargon très très varié concernant cette approche. Ou est-ce que le client n'est pas concerné par, n'est pas une personnalité politiquement exposée dans le cadre de la lutte contre la corruption et le blanchiment de l'argent de la corruption qui, comme on a déjà dit, est actuellement en train d'être intégré au blanchiment d'argent. C'est-à-dire que les États s'intéressent maintenant, la communauté internationale s'intéresse actuellement au détournement des deniers publics qui seront réinvestis dans d'autres États et qui seront intégrés dans les systèmes et lavés dans les systèmes financiers et qui sont issus de détournement des deniers publics par des personnalités politiquement exposées, tels que d'anciens responsables, des responsables des États. Cet arsenal orienté au système financier s'intéresse à une autre composante, à une autre variante qui est l'origine des flux financiers. Est-ce que ces flux financiers qui sont orientés vers les banques sont d'origine de pays, ce qu'on appelle les pays non coopérants, ou les pays clochards, entre guillemets, certains les appellent les pays clochards, pour que notre système financier soit fiable et soit respecté, et pour qu'on puisse faire des opérations avec l'extérieur, il faut qu'on respecte les recommandations de l'extérieur. Donc si nous on travaille avec des pays qui sont sous embargo, et qui sont considérés entre des pays non coopérants, notre système financier va être impacté négativement par ces opérations. Et donc nous, on doit le faire pour que notre système soit fiable et qui est accepté par la communauté financière internationale. Donc c'est pas quelque chose de, c'est pas un luxe, c'est une nécessité pour notre survie financière. Et en plus de ça, on s'intéresse aux origines par exemple, des transferts, les virements bancaires qui sont faits au profit de ce qu'on appelle les organisations terroristes ou les personnalités considérées comme des personnalités affiliées aux organisations terroristes, différentes organisations terroristes. Puis après, il s'intéressait à une autre composante très importante, c'est le bénéficiaire final des transferts ou des opérations bancaires. Donc tout ça, c'est pour que le système financier soit sécurisé et respecte les normes de sécurité minimales exigées par la communauté internationale. Des nouvelles instructions. En plus de ces 11 instructions du système financier élaborées par la Banque centrale, il y a 6 arrêtés conjoints qui ont été soit entre certains ministères concernés par cette approche ou par le gouverneur de la Banque centrale et certains ministères concernés. On peut en citer 2 arrêtés conjoints très importants qu'on a finalisés il n'y a pas longtemps, en fin 2012, et qui ont été signés et qui concernent ce qu'on appelle les entreprises et professionnels financières désignées. Et ça, c'est un aspect très important qui concerne les ONG, parce que les ONG sont source, en réalité, un potentiel de risque de financement du terrorisme, sur lesquels tous les pays sont en train de travailler pour formaliser les circuits de financement des ONG. Et nous, en tant que pays qui travaille et qui est suivi dans le cadre de MENAFAT, nous avons élaboré 2 instructions importantes pour ce secteur. C'est l'ensemble de ces textes réglementaires qui viennent s'ajouter à l'arsenal juridique, aux lois qu'on a déjà citées, ont permis de compléter et d'enforcer les dispositifs mis en place pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Mauritanie. Et puis après, quand on a fait un survol de l'arsenal juridique national, on va s'intéresser maintenant à une structure très, très importante et assez mal connue, méconnue aussi bien par le public que par les administrations concernées, malgré qu'elle est structurée de telle façon qu'à son sein, il y avait des représentants de toutes les administrations qui sont censés être intéressés par la lutte contre le blanchiment. Et ça, dans tous les États, c'est comme ça, parce que ce domaine, en réalité, est un domaine nouveau, c'est un domaine qui vient juste d'émerger au niveau international, et notamment en Mauritanie. Malgré qu'on est parmi les pays qui se sont intéressés très tôt à cette question, et depuis 2006, on travaille sur la mise en place de ces dispositifs. Donc, j'ai bien voulu faire une présentation ici assez détaillée de cette cellule, parce qu'en réalité, quand on étudie bien cette cellule, on s'intéresse à tous ces aspects, on aura réellement à survoler
l'ensemble de la réponse nationale sur la question du financement du terrorisme et du terrorisme au niveau de la composante système financier. Donc c'est une unité qui est très importante. On va essayer de la présenter de façon... Dans l'exposé, ce n'est pas sommaire, mais on va faire un survol rapide pour ne pas faire de... Je pense qu'il me reste un peu de temps. Donc la commission d'analyse des informations financières CANIF est une cellule de renseignement financier, ce qu'on appelle le CRF, de la République islamique de Mauritanie. Elle a été créée par l'article 27 de la loi 2005-048 du 27 juillet 2005. La CANIF est un organe de l'État qui est doté d'une autonomie financière et administrative et d'un pouvoir de décision autonome sur les matières relevantes de sa compétence, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret cité ci-haut, qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission d'analyse des informations financières. La CANIF est un pilier central de notre dispositif national de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement terroriste. Et a pour mission de recevoir, d'analyser et de traiter les renseignements financiers sur les circuits de blanchiment d'argent et de financement terroriste provenant des assujettis financiers et non financiers. Donc nous avons en réalité une cellule qui est une cellule administrative, parce que dans le monde, il y avait trois formes de cellules de renseignement financier. Il y avait les cellules de renseignement financier policiers, donc c'est eux-mêmes qui font des investigations et qui font du travail pratiquement des organes de sécurité. Et il y avait une autre forme qui sont les cellules administratives, comme la nôtre, qui sont réceptrices des déclarations de soupçons qui viennent des assujettis, c'est-à-dire du système financier et des autres assujettis. Et il y avait des cellules de renseignement financier qui sont hybrides entre la forme policière et la forme administrative. En tout cas, notre cellule, nous, au niveau de la Mauritanie, c'est une cellule administrative et c'est une forme très courante. Et on va s'intéresser à son fonctionnement un peu plus tard. La CANIF est une autorité collégiale. Elle comprend un organe délibérant qui s'appelle le Conseil d'orientation et de coordination, présidé par le gouverneur de la Banque centrale. Et dans cet organe délibérant, il y avait des représentants de tous les départements concernés, tels que l'intérieur, tels que les finances, tels que la justice, tels que la défense. Donc toutes les administrations qui sont censées être concernées par cette question sont représentées dans l'organe délibérant. Et puis il y a un secrétaire général qui gère la cellule administrativement et qui veille et qui travaille avec la cellule. Et puis après, il y a une cellule opérationnelle. Elle encore, cette cellule opérationnelle, est présidée par le secrétaire général de la CANIF, mais au sein de cette cellule opérationnelle, en plus de ça, il y a des représentants de ces mêmes administrations qui sont au niveau du Conseil d'orientation et de coordination. En l'occurrence, il y avait un commissaire de police, il y avait un colonel de la gendarmerie, il y avait un magistrat, il y avait un inspecteur de la Banque centrale et un représentant du ministère des Finances, un colonel de la douane. L'organe délibérant est présidé par le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie et de 12 membres représentants, c'est ce qu'on a déjà donné. L'organe délibérant a pour mission de donner les directives, d'étudier les programmes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui sont proposés par la CANIF ou par d'autres administrations. Il décide de suite à donner un rapport sur les DOS. Les DOS, ce sont les déclarations de soupçons qu'on reçoit de la part de ce qu'on appelle toujours les assujettis, c'est-à-dire les systèmes financiers, tels que les banques, les bureaux de change, les sociétés d'assurance par exemple, les entreprises et professions non financières désignées, qui sont les ONG, les bureaux d'avocats, les sociétés immobilières, les commissaires aux comptes des entreprises, tout ce monde-là sont censés nous donner toute information qui est alliée ou qui a un potentiel de risque de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Le Conseil d'orientation aussi s'intéresse à engager les réformes législatives, réglementaires et administratives nécessaires en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En plus de ça, il approuve les projets de convention avec les CRF étrangères que nous proposons dans le cadre de la coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le secrétaire général, quant à lui, le secrétariat général Pitou, quant à lui, est composé d'un secrétaire général qui supervise et coordonne sous sa responsabilité la cellule opérationnelle
et un personnel d'appui recruté par la CANIF. Il est chargé, entre autres, de préparer les décisions du comité d'orientation et d'en assurer la mise en œuvre, d'animer la cellule opérationnelle, de préparer et de négocier les projets de convention de coopération entre la CANIF et les autres CRF, qui est réellement un aspect très important, sur lequel on peut s'attarder un tout petit peu, et qui rentre dans le cadre de la coopération internationale en matière d'échange de renseignements financiers avec les autres pays. Et nous avons déjà signé certaines conventions avec des pays. Et dans le cadre de ces conventions, nous pouvons demander à ces pays de nous doter de certaines informations qu'on n'a pas trouvées au niveau de notre système d'information local, et la même chose pour ces États. En plus de ça, il gère les moyens de fonctionnement de la CANIF. Quant à la cellule opérationnelle, elle est composée de 5 membres qui sont des cadres supérieurs détachés par les administrations respectives, qui sont la justice, les finances, l'intérieur, la défense et la Banque centrale de Monaco. Elle est chargée d'analyser et de traiter les dossiers. Hein? Non, le commerce, il n'a pas de représentation. On verra les administrations, les 5 administrations. Oui, c'est important, mais la loi n'a pas été prévue, et peut-être il se peut que dans le cadre de réforme qu'on est en train de faire, on peut intégrer quelqu'un du secteur du commerce. Le travail de cette cellule opérationnelle est un travail collégial, c'est-à-dire qu'il prend des décisions dans le cadre du traitement des déclarations de soins de façon collégiale. En plus d'un personnel d'appui, qui est réellement composé, les plus importantes personnalités au niveau de cette personnel, ce sont les 2 analystes qui sont chargés de déclaration de soupçons, et les C6 et la ruche dans le logiciel de stockage, un logiciel de stockage électronique qu'on a au niveau de la cellule, qui s'appelle pour la déclaration de la vérité financière. Donc ils sont censés intégrer ces informations dans notre programme, dans notre base de données, et d'enrichir cette information en voyant les implications qui existent entre les différentes déclarations, et est-ce qu'il n'y a pas de lien entre les personnes ou les entreprises qui sont concernées par ces déclarations de soupçons. En plus des services administratifs et des autres services concernés. Puis il y a un schéma. On va s'intéresser à un aspect très important au niveau de la cellule, c'est la coopération internationale. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, la CANIF a signé depuis sa mise en place des accords administratifs d'échange d'informations avec certains CRF étrangers, tels que les Émirats arabes, l'Algérie, le Sénégal, le Maroc. Et nous avons des projets très avancés avec d'autres pays en cours de signature. Et puis, en matière de coopération internationale, il faut bien rappeler, comme je l'ai déjà dit, nous sommes membres du groupe régional qui est le MENAFAT, qui est la même structure comme le GAFI, qui concerne les pays de l'OCDE et certains pays assez développés. Puis il y a certains groupes sous-régionaux, tels que le MENAFAT, les GIABA pour l'Afrique du Nord, les GAFI Sud pour l'Amérique latine et tout ça. Donc nous, on est membres du MENAFAT. Et nous avons été, le dispositif mauritanien de lutte contre le blanchiment d'argent a été évalué par la Banque mondiale en 2006. Et à l'issue de cette évaluation, nous soumettons des rapports de suivi. Nous sommes suivis par le MENAFAT, qui note notre pays, qui note la Mauritanie, et qui publie la notation de tous les pays sur son site. Donc il y a toute une transparence sur les dispositifs de tous les pays de notre système financier. Et nous devons présenter pour la prochaine plénière un 6e rapport de suivi. Donc ces rapports de suivi sont faits et diagnostiquent l'ensemble du dispositif, aussi réglementaire qu'administratif, du dispositif mauritanien. Il y a un autre aspect très important pour le pays, c'est qu'on est membre observateur plutôt du groupe du GIABA. Et on est en train actuellement de travailler à être membre de ce qu'on appelle le groupe EGMO. C'est-à-dire, c'est comme le groupe de la commission de Bâle pour le système financier. Il y a un autre groupe qui englobe l'ensemble qui englobe plutôt certains CRF, un groupe fermé qui donne des recommandations et qui donne
des lignes directrices pour le pays pour se conformer aux recommandations du GAFI et pour avoir un système dispositif national efficace et opérationnel. Et nous avons déjà soumis notre demande d'intégration et nous sommes en train de préparer les étapes, plutôt les exigences qui sont demandées par les groupes EGNO. Donc, en C, on va s'intéresser à un ensemble de mesures, les mesures publiques de sécurité. En plus des mesures législatives, réglementaires et organisationnelles prises par les pouvoirs publics dans le cadre du dispositif national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, notamment à l'encontre du secteur financier et de la société civile, les pouvoirs publics ont mis en place un ensemble de mesures sécuritaires destinées à renforcer la sécurité des personnes et des biens, dont on peut citer à titre d'exemple les points d'entrée sur le territoire national ont été fixés. Et la désignation de la zone des Afriques Nord, je pense, comme étant une zone militaire. L'équipement du port autonome de Nouakchott dans scanner pour les conteneurs et la sécurisation de l'état civil par l'utilisation de la technique biométrique. Donc ces mesures en réalité viennent s'ajouter, se greffer à l'ensemble de mesures qu'on a déjà citées aussitôt pour mettre en place un système national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme plus ou moins efficace et répondant aux normes internationales en la matière, et notamment les recommandations du groupe d'action financière internationale et autres structures telles que le Conseil de sécurité. Et merci de votre attention. تخليل قبيل يعود المحاضر بيقول كده أساسا على الجانب التنظيمي وجانب التعاون الدولي مع الهيئات المماثلة في دول العالم من المنطقة وشبه المنطقة. كنت السنة اختيار يعودوا بمعلومات حول النشاط الميداني قبال للهيئة. ونتكلم عن مؤشر يقول له هو ردوس يرسون زوبرسون سبيك. إذا عاد قد يحضر عاد عنده معلومات حول هذا يعطي معلومات إنارة بعض التفكير والنقاش حول العمل الميداني، هذا هو الأساس. وطبعا مهم أنا يعود فهم هي بتعود المجموعات حسب المسطرة القانونية اللي معتمدة، يعني عملها ميداني هو المهم. باش دخلت في المجالات واشتراكات الدول الخارجية في المعلومات برا العمليات اللي فيها شبهة وشنو تصرفاتها فيها، هاي المسائل هذه مهمة. ودا نتفهم مع بعض المسائل. J'ai dit avant d'ouvrir les interventions que j'aurais voulu que les conférenciers puissent éventuellement donner des statistiques sur le travail opérationnel en CANIF, qui dirige, pour savoir un peu comment au niveau national on a réagi par rapport à cette dynamique de lutte contre le terrorisme et comment nous avons interagi par rapport aux différentes structures, que ce soit au niveau international ou au niveau régional. Je crois qu'il a pris note, donc il verra comment il va pouvoir donner éventuellement des éléments sur cette. Donc, إذا التدخلات مفتوحة هنا بدون السيد الرئيس. Les institutions financières, effectivement, constituent, il faut les surveiller parce que ça peut être un circuit pour le blanchissement d'argent. Mais le terrorisme a son propre circuit, a son financement propre. Et on assiste à ça, vous avez les otages. Et ça constitue un moyen important de s'autofinancer. Et on l'a constaté à côté de chez nous. Et vous avez la drogue. C'est des choses en général qui vont ensemble. Et je pense que, indépendamment de tout ça, ils ont cette manière de s'autofinancer. Et je crois qu'il faut lutter contre cet aspect. Vous avez un autre circuit. Je sais qu'il y a le circuit officiel dont le conférencier a parlé. Il a aussi parlé des ONG. Mais je constate aujourd'hui que nous constatons que le financement vient par les ONG, que ce soit les ONG de l'Occident, pour financer leurs propres activités et le secteur qui les intéresse dans le pays sans passer par le gouvernement. Mais vous avez aussi le circuit qu'utilisent en général les islamistes pour financer des actions dans certains pays, dont le nôtre. Et je crois que ça, il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça.
Et on constate, d'après ce qu'on vient de nous dire, que le système financier mondial est contrôlé par l'Occident. Les pays qu'il a cités, qui sont des pays voyous, c'est des pays qui ont des problèmes avec l'Occident. Mais nous savons qu'il y a d'autres pays qui sont connus d'ailleurs pour ce genre de blanchissement d'argent. Vous avez la Suisse qui est reconnue et qui commence à faire des ouvertures. Vous avez des pays arabes, des pays africains aussi, mais que je ne veux pas citer, mais qui servent aussi pour blanchir l'argent. Bon, donc il faut dissocier. Je pense qu'il faut dissocier la politique ou bien les préoccupations de l'Occident de cette activité qui est extrêmement importante parce que, comme on dit toujours, le nez de la guerre, c'est l'argent. C'est-à-dire que les terroristes, s'ils n'ont pas d'argent, ils ne pourront pas agir. Et je crois qu'il faut effectivement tarir cette source. Vous avez aussi un autre problème où vous avez ce qu'on appelle ici la thésaurisation. C'est-à-dire que ceux qui ont l'argent mal acquis, souvent il est investi dans autre chose. Il est investi dans le bâtiment, il est investi dans l'or, il est investi dans l'argent. Et je crois qu'il faut faire attention à ça. Et quand on constate, même si on dit que la Mauritanie a des problèmes, il faut surtout voir les nouveaux quartiers pour voir qu'effectivement il y a un argent qui vient et il faut savoir d'où vient cet argent. On a parlé beaucoup de Gabéji dans les anciens temps, mais en tout cas on constate que les bâtiments se développent très bien ces derniers temps dans ce pays et il faut voir la source de ça. عندي السؤال هي هذه الأموال اللي مبيضة والله هذه الأموال اللي يتم الحصول عليها بالطرق اللي فعلا تحدث اختلالات اقتصادية كبيرة منين توجه ومنين تقيس ومن دركانها ما تؤثر على أيضا هي احنا سيناها وكردناها نوجهها لاش وفي كثير من اللغط حول هذا الجانب يعني دائما يتم القبض على شيء من الأموال اللي هي ولا تعود فهم ترانسبارانس حول استخداماته حول توجيهاته. تبييض المال قد يعود مهم بالنسبة لبعض العصابات الجريمة المنظمة اللي ما هي جماعات إرهابية دينية. لأن الجماعات الإرهابية الدينية ما دخل عصرين البنوك حتى يقبل عليها بأنها ما دخل الدور الاقتصادي. دخل الدور الاقتصادي تجد في القطاع اللي ما هو مصنف ويقير ما دخله في البنوك إياك يعود عنده تشريع في مرحلة معينة كيف يهدي له تبييض المال. وبالتالي أنتم هون هذا العمل اللي معدين مهم به اللي قاعد لابد منه في بنية الدول يقير من درا وهذا هو السؤال السيد الرئيس في البداية من درا قديت تحكموا باسطوا من ذي الجماعات اللي هي وسجد الغرب يحكم من الجماعات الغرب باستعلامات معينة أطرح منظمات كانت تدخل في نطاق المجتمع المدني كما قال الأخ في البداية وهي منظمات سعودية في الأساس ومنظمات إسلامية خيرية وفيها آرواقيش طرحهم على الانطلاقا من التهمة لأن فيها آرواقيش كانوا في التحريات عندهم علاقات بآرواقيش ثانية عندهم علاقات بأصحاب 11 سبتمبر هم ما عندهم علاقات بأصحاب 11 سبتمبر غير خارجين آرواقيش عندهم علاقات للأساس طرحهم بأنهم ينطرحوا في القضايا اللي هي غير أنا ظاهر لي وهذا مهم بن قضية الرقابة المالية مهمة لأن المال جزء أساسي من دعم الإرهاب والجزء اللي ما يصور عنه يقر بالتالي هذا اللي تقوم أنتم به يجد يساعد بأنه الدروب ما يبيضوا مالهم ولا يدخلوا الدورة الاقتصادية يقر بالنسبة للناس اللي قاعد محرم التعامل مع البنوك هذا قاعد ما هو مطروح بالنسبة وانا اعرفه كان ثم قاع شيء اسمه هو ملموس في هذا الميدان قديته تحصل عليه. ثالثا نختار نذكر فعلا أغلبية البلدان الآن في النظام المالي العالمي بدأت تحد من استعمال اللي ينقال له السيولة النقدية
لا سيركلاسيون فيديسيير. وانتم في الحقيقة ما زالت موريتانيا أغلبية العمليات هون اليومية المتداولة في الأوساط الاجتماعية والأوساط التجارية ما تستعمل ما هو النقود، ولذلك لا يشتري بضاعة والله لا يشتري استثمار والله أي عملية لها يعدلها، جايب زقايب من الفور إياك يعدها. وهذا في الحقيقة ما هو قاعد خارج عن نطاق، والبنوك ما زالوا يستعملوا مع بعض من زبائنهم يطلبوا معهم نفس الأسلوب اللي تجبر الواحد إنه لا هي يعدل وديعة والله لا هي يسحب، يعود يقبض إجراءات خاصة تشك إنه عنده مصرف والله تشك إنه عنده هو مالي بنك آخر. Dans le cadre de ma présentation, je suis limité par beaucoup de choses, par le secret professionnel, et surtout quand il s'agit des banques, quand on parle des banques. Et puis la nature très spéciale du domaine dans lequel on travaille. Je viens à tout cela. Donc il faut me comprendre, je suis limité par beaucoup de facteurs. Mais je peux en tout cas vous donner plus ou moins pour dire que la CANIF réellement n'a pas 8 ans d'existence. Bon, c'est un peu moins parce qu'il faut calculer le temps de mise en place depuis 2006 de la structure, sa mise en place, sa structuration et tout ça, donc ça prend du temps. Et il y a des pays qui ont fait plus de 20 ans sur la question et qui sont toujours... c'est pas un domaine très facile. Et tout cela, c'est toujours dû à la nature du secteur qui représente 80% de notre intéressement, le secteur financier, qui est très spécifique, qui est figé par le... Monsieur le Président a parlé, M. Boydje, a parlé du cas de la Suisse. La Suisse, elle a réellement intégré le système de façon réelle et active et volontaire qu'il y a 2 ou 3 ans. Quand les taux s'est resserré sur la Suisse, les États-Unis ont crié parce qu'il y avait un détournement, il y avait un problème de fiscalité au niveau des États-Unis, que les gens transfèrent cet argent vers les banques suisses, sans parler des autres organisations terroristes et des organisations qui travaillent sur la drogue. Donc ils ont commencé à réagir, et il y en a d'autres pays occidentaux qui n'ont pas encore réagi de façon réaliste. Mais il faut dire qu'au niveau de la Mauritanie, je peux vous donner certaines informations générales. On a eu certaines déclarations de soupçons. Et entre 2000, c'est pas un secret. Parce que c'est dans notre rapport de suivi qui est publié sur le site. Nous avons 9 déclarations depuis la création de la CANIF jusqu'à 2012. 9 déclarations, du système financier. Et je vous explique comment on reçoit les déclarations. Nous, on les reçoit de ce qu'on appelle des assujettis. Des gens qui sont assujettis par la loi, on déclare les opérations suspectes qu'ils découvrent chez eux. C'est à 90% des systèmes financiers. Et quand on a fait sortir les arrêtés conjoints dont on a parlé tout de suite, concernant les entreprises et professions financières non désignées, on commence à s'intéresser à une autre catégorie d'assujettis, qui sont les ONG, les sociétés immobilières, et on a fait énormément de séminaires pour ces catégories, mais on n'a pas encore commencé à avoir le retour, parce que c'est difficile, il faut organiser ces gens dans des structures plus ou moins opérationnelles, il faut les former et les sensibiliser sur la question. Par exemple, pour les ONG, on leur demande, on a fait des textes, on a demandé aux ONG dans le cadre d'un seuil fixé par la Banque centrale, de nous déclarer tous les dons, ou les subventions, ou les legs, ou appelez-les comme vous voulez, qu'ils reçoivent de l'extérieur ou de l'intérieur, qui dépassent 2 millions. Ça, ils doivent déclarer ça à la CANIF. Sur un formulaire qui démontre d'où ça vient, comment c'est venu, et la nature de l'opération. Est-ce que c'est de l'argent cash? Est-ce que c'est un transfert bancaire? Mais il faut donner à ces gens le temps de s'organiser, de comprendre de quoi il s'agit, parce qu'ils n'arrivent même pas à digérer pourquoi ces gens s'intéressent à notre argent. Donc c'est tout un enchaînement et c'est toute une pédagogie qu'on est en train de suivre avec les gens. À peine on réussit à convaincre le système bancaire qui est formalisé, qui techniquement et administrativement, à plus forte raison les autres Asiatiques. Donc, depuis fin 2012, plutôt fin 2011, depuis 2012 à nos jours, nous avons aux environs d'une quinzaine de déclarations.
Et ça, c'est un saut très important. Et vous allez me dire, ça, c'est très peu. Et je vais vous répondre, comme c'est seulement l'a posé tout de suite, nous sommes un État bancarisé à moins de 5%. Nous sommes un État ou une population, une économie qui travaille sur le cash. Donc, en plus, nous avons des banques qui viennent juste de rentrer dans cette dynamique. Donc, ils ne sont pas déjà convaincus. Ils sont toujours sur ils travaillent sous le parapluie du secret bancaire, qu'il y a un secret, il faut faire attention, on ne peut pas créer, on ne peut pas. Et en plus de ça, une concurrence accrue entre les banques. Donc, chacune veut protéger son client. Et donc, ça vous donne une idée sur les statistiques en termes de déclaration de soupçon, qui sont un facteur ou un indicateur très important en réalité sur l'activité ou le degré ou le bilan de la CANIF.